La Guinée a fêté ce 2 octobre ses 60 ans de souveraineté dans un contexte de contestation politique. Elle a été le premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance de la France en 1958. En Libye, les vols ont été suspendus quelques heures mardi dans le seul aéroport opérationnel de Tripoli. C'était à la suite de la chute d'une roquette dont l'origine reste indéterminée. Au Soudan du Sud, la faim et l'insécurité demeurent le quotidien d'une immense partie de la population. L'accord de paix signé mi-septembre par les dirigeants n'y a pas changé grand-chose. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance de la France. La Guinée fêtait mardi ses 60 ans de souveraineté dans un contexte de contestation politique et sociale. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, essentiellement des jeunes, se sont massées au stade du 28 septembre de Conakry dès le début de la journée, en attendant dans une ambiance festive l'arrivée du président Alpha Condé et 16 autres, dont une dizaine de chefs d'État africains. Parmi ces derniers figuraient les présidents sénégalais Macky Sall, mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, le malien Ibrahim Boubacar Keïta, le burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, le tchadien Idriss Déby Itno, le congolais Denis Sassou Nguesso, le gabonais Ali Ben Bongo Odimba, sans oublier le togolais Faure Gnassingbé et également le ghanéen Nana Akufo-Addo et également Georges Weah qui a pris part donc à ces festivités. Nous reviendrons plus amplement sur cette célébration dans nos prochaines éditions. Au Soudan du Sud, la faim et l'insécurité demeurent le quotidien d'une immense partie de la population. L'accord de paix signé mi-septembre par les dirigeants n'y a véritablement changé grand-chose. Une grande partie des populations du Soudan du Sud croupissent sous le poids de la famine et de l'insécurité. À Kandak, située dans une zone contrôlée par l'opposition, et à ce titre, la localité est délibérément négligée par le régime. On n'y trouve aucun service public, école ou encore centre de santé. Les récoltes et l'approvisionnement des marchés y ont été largement perturbés par la guerre et la population dépend lourdement des agences humanitaires pour la distribution vitale de nourriture. Ils ne veulent pas la paix. Et pour nous, nous nous engageons à apporter la paix au Sud-Soudan. Le gouvernement a divisé tous les citoyens. Il s'est divisé en tribus, clans et sous-clans. Il s'est divisé et nous, on ne veut pas ça. De l'autre côté du pays, à Kéroua, près de la frontière avec l'Ouganda, où plus d'1 million de Sud-Soudanais sont partis se réfugier, la situation est encore pire avec la persistance de combats malgré l'accord de paix du 12 septembre dernier. Chaque camp accuse régulièrement l'autre d'être l'agresseur et dans tous les cas, la réponse est militaire. Tandis que les plus pauvres continuent de souffrir et d'avoir faim, les dirigeants du Soudan du Sud préparent la mise en place d'ici à la mi-décembre d'un nouveau gouvernement d'union nationale. En Mauritanie, l'opposition a dénoncé ce mardi la non-tenue lundi de la première session de l'Assemblée nationale. Elle a également protesté contre le maintien en détention préventive de l'un de ses membres élus aux dernières législatives qui se sont tenues au mois de septembre dernier. La coalition électorale de l'opposition démocratique en Mauritanie a accusé lors d'une conférence de presse le gouvernement d'avoir violé la première session de l'Assemblée nationale en refusant de l'ouvrir le premier jour ouvrable du mois d'octobre comme prévu par la Constitution. Selon son porte-parole Mohamed Ould Mouloud, qui a rendu le chef de l'État responsable de ces violations, cela constitue la preuve de ce que le pouvoir en place continue de piétiner la loi et de prendre à la légère les institutions constitutionnelles. Le pouvoir du président Mohamed Ould Abdelaziz n'a donné aucune explication à la non-convocation de l'Assemblée nationale dominée par son parti, l'Union pour la République. L'opposition a par ailleurs dénoncé le maintien en détention préventive du député élu en septembre, Biram Ould Da Abeid, en instance de jugement après une plainte d'un journaliste.
l'accusant de calomnie, d'injure et d'incitation à la haine. Des dizaines de partisans de Biram Ould Da Abeid, président de l'association anti-esclavagiste Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, interpellés début août, ont manifesté lundi devant le siège de l'Assemblée nationale pour réclamer sa libération. Mais ils ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. La première dame des États-Unis, Melania Trump, est arrivée ce mardi au Ghana où elle a entamé sa première tournée en Afrique. Ce voyage constitue pour elle une occasion de gagner une place plus importante sur la scène internationale et diplomatique. Voici les images. Partie la veille de la base militaire d'Andrews, proche de Washington, Melania Trump est arrivée à Accra en milieu de matinée ce mardi et foulé le tapis rouge de l'aéroport international de Kotoka. De l'aéroport, la première dame qui semblait très détendue et souriante à son arrivée s'est rendue à la résidence présidentielle où elle devait rencontrer le président Nana Akufo-Addo. Cette tournée africaine est l'occasion pour cette femme discrète de gagner une place plus importante sur la scène internationale et diplomatique. Selon son équipe de communication, cette tournée africaine est une visite non seulement diplomatique, mais aussi humanitaire durant laquelle la première dame des États-Unis entend mettre l'accent sur les enfants et leur bien-être à travers sa campagne #BeBest. Au-delà de rencontres avec d'autres premières dames, Melania Trump entend mettre en lumière le travail de l'USAID, l'agence américaine pour le développement. Melania Trump, troisième épouse du président américain, doit se rendre ensuite au Malawi, au Kenya et en Égypte, avant de rentrer à Washington le 7 octobre prochain. Il faut dire que c'est la première fois qu'elle se rend sur le continent africain. En Libye, les vols ont été suspendus quelques heures mardi dans le seul aéroport opérationnel de Tripoli. C'était à la suite de la chute d'une roquette dont l'origine reste indéterminée dans le périmètre de l'aéroport. Des précisions à travers cet élément. L'aéroport de Mitiga, à l'est de Tripoli, a déjà été fermé à plusieurs reprises du fait de combats meurtriers qui ont opposé des groupes armés au sud de la capitale libyenne entre fin août et fin septembre. Mardi, les vols ont été suspendus quelques heures dans cet aéroport, le seul encore opérationnel de Tripoli. Cette mesure a été prise après l'atterrissage pendant la nuit de lundi à mardi d'une roquette dans son périmètre, endommageant 2 véhicules sans faire de victimes. La direction de l'aéroport, dans un communiqué, avait justifié cette décision de suspension de vol par un souci de sécurité des voyageurs, du personnel et des avions. Mais après coordination avec le ministère libyen de l'Intérieur, l'Office de l'aviation civile a ensuite annoncé la réouverture. L'aéroport est situé dans une ancienne base aérienne qui comprend également une prison régulièrement attaquée par des roquettes dont l'origine reste inconnue, provoquant à chaque fois la suspension des vols. La prison de Mitiga, où sont détenues des centaines de personnes, est contrôlée par la force de dissuasion, une milice salafiste ultra-conservatrice qui fait office de police à Tripoli et arrête à la fois djihadistes et délinquants. Arrestation mardi en Turquie de plus de 200 personnes. C'est dans le cadre d'une enquête sur des transferts illicites d'argent sur les comptes aux États-Unis. Ces fonds appartiendraient pour la plupart à des Iraniens. Au total, 417 mandats d'arrêt ont été émis par la justice turque et 216 personnes ont d'ores et déjà été interpellées dans 40 provinces. Les intéressés sont soupçonnés d'avoir transféré depuis le début de l'année l'équivalent de plus de 400 millions de dollars vers quelques 28 000 comptes bancaires aux États-Unis appartenant pour la plupart à des Iraniens qui y résident. Il leur est reproché d'avoir réalisé d'importants gains en percevant des commissions sur ces transferts effectués dans des agences bancaires ou à l'aide de distributeurs automatiques de billets. Ils sont donc accusés de porter atteinte à la sécurité financière et économique de la Turquie et d'avoir violé les législations sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Les transferts suspects ont été effectués durant une période pendant laquelle la livre turque a enregistré une baisse constante face au dollar, culminant
par un effondrement spectaculaire en août sur fond d'une forte inflation et d'une crise diplomatique avec les États-Unis. En mai, Mehmet Hakan Atilla, l'ex-directeur général adjoint de la banque publique turque Halkbank, a été condamné par un tribunal américain à 32 mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de contournement des sanctions américaines contre l'Iran. Justement, parlant des Amériques, une Américaine de 34 ans accuse la star mondiale du football Cristiano Ronaldo de l'avoir violée dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009, puis de l'avoir fait signer sous pression un accord financier la contraignant au silence. Des faits catégoriquement démentis par le champion portugais. Les précisions dans cet élément. La star mondiale du football Cristiano Ronaldo est accusée d'avoir violé dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009 une Américaine, puis de l'avoir fait signer sous pression un accord financier, la contraignant au silence. Des faits catégoriquement démentis par le champion portugais. Mais dans une plainte déposée dans l'État du Nevada, l'avocat de la plaignante, Catherine Mayorga, espère non seulement obtenir justice en mettant Ronaldo face à ses responsabilités, mais aussi empêcher que ce qui lui est arrivé arrive à d'autres femmes. La jeune femme entend également encourager toutes les victimes d'agressions sexuelles à poursuivre leurs auteurs, aussi célèbres, riches ou puissants puissent-ils paraître. Les faits remontent en juin 2009 où la plaignante avait dénoncé le viol présumé à la police de Las Vegas et fait l'objet d'un examen médical. Mais à l'époque, elle s'était abstenue de citer nommément Ronaldo, se contentant d'évoquer un joueur de football célèbre. La procédure avait tourné court. Après cette soirée, une médiation privée avait été organisée entre des représentants de Ronaldo d'un côté, la plaignante déséquilibrée émotionnellement et son avocat de l'autre. À l'issue de discussions décrites comme très émouvantes pour la jeune femme par ses avocats, une transaction financière avait été conclue accordant le versement de $375 000 en échange d'une confidentialité absolue sur les faits présumés ou l'accord, ainsi que l'abandon de toute procédure. Pour les avocats de Catherine Mayorga, cet accord est nul et non avenu, notamment en raison de l'état psychologique de leur cliente à l'époque et des pressions exercées à son encontre. Violent séisme suivi d'un tsunami sur l'île de Sulawesi en Indonésie. Le gouvernement indonésien déclare que le bilan est passé désormais à 1234 morts. Besoin d'aide humanitaire comme de nourriture, de l'eau potable et des tentes. C'est bien sûr le cri d'alarme des autorités. La catastrophe qui a frappé vendredi la localité de Palu, en Indonésie, où vivent 350 000 habitants, a aussi fait 61 867 déplacés, en plus des 1234 morts. Le porte-parole de l'Agence de gestion des catastrophes attire l'attention sur l'urgence d'agir. Nous avons besoin de beaucoup de tentes, de couvertures, de matelas et de lits, ainsi que de nourriture, de boissons, de services médicaux, d'eau potable, d'installations sanitaires, de toilettes, de soins post-traumatiques et de vêtements. Nous avons encore besoin de beaucoup de ces choses pour aider les réfugiés. Nous avons enregistré 122 ressortissants étrangers qui ont besoin d'être évacués. Nous avons identifié 120 d'entre eux, établi un contact direct et obtenu leur nom complet. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires a estimé lundi à 191 000 le nombre de personnes ayant besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Les corps restés dans les décombres sont également un motif d'inquiétude pour les autorités qui craignent un terrain propice aux maladies. Merci à vous pour votre attention. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.